As-tu déjà vu la carte d'un pays et pensé qu'il ne devrait probablement pas avoir ce territoire? Soit parce que la frontière a l'air étrange, soit parce qu'on peut identifier une culture régionale spécifique qui nous permet de comprendre qu'il devrait soit appartenir à un autre pays voisin, soit simplement être indépendant. Dans cette vidéo, nous verrons certains cas de territoires que les pays ne devraient peut-être pas posséder. Petit avertissement, je ne dis pas que ces pays doivent perdre ces territoires. J'ouvre juste le débat pour mieux comprendre la situation locale. Commençons par le Tibet et la Chine. Au fil de l'histoire, le Tibet a alterné entre indépendance et domination chinoise. Depuis les premiers États tibétains indépendants jusqu'à la dynastie Yuan, puis la dynastie Qing, le Tibet a existé en tant que royaume indépendant. Plus récemment, entre 1912 et 1951. Avant cela, il était sous le contrôle de la dynastie Qing chinoise, également connue sous le nom de Chine impériale, entre 1720 et 1912, étant un protectorat de la Chine impériale, donc avec un bon degré d'autonomie locale malgré tout. Et avant cela, il était semi ou totalement indépendant, soit en tant que royaume propre, soit semi-autonome en tant que partie de Khanat et de Khaganat qui s'étendaient dans leur région. Le Khanat de Koshkoud comprenait tout le Tibet, s'étendant même au-delà de ses frontières. Et bien qu'il s'agissait d'un Khanat mongol, l'administration locale était établie et principalement contrôlée par le 5e Dalai Lama. Auparavant, d'autres dynasties locales dirigèrent le territoire. Le Tibet est d'abord passé sous le contrôle de la dynastie Qing de Chine en 1720, après qu'ils ont expulsé les forces du Khanat Dzungar du Tibet. Avec l'effondrement de la dynastie Qing, la République de Chine était censée le conserver, mais n'a jamais pu y affirmer son autorité. Et le dirigeant du Tibet, le Dalai Lama, a déclaré que la relation du Tibet avec la Chine avait pris fin avec la chute de la dynastie Qing et a proclamé l'indépendance du Tibet. Le Tibet et la Mongolie extérieure ont aussi signé un traité reconnaissant mutuellement leur indépendance vis-à-vis de la Chine. Et tandis que la Mongolie reste aujourd'hui un pays indépendant, en 1951, la République populaire de Chine a envahi le Tibet et l'a annexé. Ces événements sont qualifiés de libération pacifique par le gouvernement chinois, mais considérés comme une invasion chinoise par l'administration centrale tibétaine de l'époque, et une grande partie de la diaspora tibétaine jusqu'à aujourd'hui. Son histoire d'autonomie et d'indépendance montre qu'ils ont une histoire et une identité culturelle propres. Leur opposition à la domination chinoise renforce, selon moi, l'idée qu'ils ne devraient pas appartenir à la Chine aujourd'hui. Le Kurdistan en Irak, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes, donc je vais juste l'évoquer rapidement ici. Les Kurdes sont un groupe ethniquement distinct, qui vit au Moyen-Orient, à l'intérieur des frontières actuelles de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID.
Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance, surtout musulmans. Mais il y a aussi des catholiques et des juifs. Aucun des gouvernements des 4 pays concernés ne veut leur accorder l'indépendance, car cela impliquerait une perte territoriale. Cependant, en Irak, ils ont obtenu une grande autonomie dans leurs terres du nord. De nombreux observateurs affirment que ces régions, hors Bagdad, sont les seules à bénéficier d'une stabilité gouvernementale, démontrant ainsi leur aptitude à l'autogestion. Leur volonté de souveraineté et leur identité culturelle distincte suggèrent qu'elles ne devraient peut-être pas faire partie de l'Irak. De l'autre côté de l'Atlantique, la baie de Guantanamo, contrôlée par les États-Unis sur l'île de Cuba. Connue pour sa prison terrible, la baie de Guantanamo est une baie située à l'extrémité sud-est de Cuba. C'est la plus grande rade du sud de l'île. Après la guerre hispano-américaine de la fin des années 1800, Cuba est devenue une marionnette des États-Unis jusqu'à la Révolution. En 1903, les États-Unis ont pris le contrôle de cette baie, par un bail territorial à durée indéterminée, et y ont établi une base navale. Même ce bail reconnaissait la souveraineté continue de Cuba sur cette zone. Après la révolution cubaine, les relations se sont fortement dégradées, mais les États-Unis ont conservé leur base, aidés par la géographie locale. Elle est entourée de collines escarpées, ce qui crée une enclave qui l'isole du reste de l'île. Le gouvernement cubain refuse la présence américaine et le paiement du bail par les États-Unis, signe qu'il ne devrait peut-être pas l'avoir. En Océanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est limitée à la moitié de son île parce que l'Indonésie contrôle l'autre moitié. L'île de Nouvelle-Guinée ou Papouasie, c'est celle-ci, mais elle est divisée en deux. La moitié était la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays souverain, tandis que la moitié ouest est sous contrôle indonésien, qui gère aussi de nombreuses îles en Asie du Sud-Est et en Océanie. Pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne gouverne-t-elle pas toute l'île? C'est principalement à cause du colonialisme. À l'époque coloniale, l'ouest de l'île était néerlandais, l'est était partagé entre les Britanniques et les Allemands, puis seulement britanniques après 1918. À l'indépendance de l'Indonésie, elle conserva l'ouest, tandis que l'est passa sous administration australienne avant de devenir indépendant. L'Indonésie a été indépendante en premier, donc il n'y avait pas de nouveau pays à rejoindre. Quand la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue souveraine, cela impliquait quitter un pays pour en rejoindre un autre. De plus, il y a tellement de diversité au sein de la Papouasie qu'il est difficile et, honnêtement, peu logique d'en faire une seule nation. En Afrique, la possession de Cabinda par l'Angola pourrait aussi être contestée, ce qui remonte au colonialisme portugais. Cabinda est cette exclave territoriale de l'Angola, séparée du reste du pays par une étroite bande de territoire appartenant à la République démocratique du Congo. Elle est également frontalière de la République du Congo au nord. En 1885, le traité de Simulambuku a établi Cabinda comme un protectorat de l'Empire portugais. Au XXe siècle, les Angolais se sont rebellés contre la domination portugaise et ont obtenu leur indépendance du Portugal. Tous les mouvements indépendantistes angolais ont été conviés au traité, sauf celui de Cabinda, dont l'exclave, rattachée à l'Angola par le colonialisme portugais, a proclamé son indépendance, entraînant une invasion angolaise en 1975. Ils partagent des cultures proches, mais leur volonté d'indépendance et leur statut d'esclave expliquent leur possible transition vers l'indépendance, ou, sinon, leur rattachement à l'un des deux Congos. Ensuite, nous évoquons l'Europe et les plazas de Soberania, possession espagnole en Afrique. L'Espagne conserve aujourd'hui quelques vestiges de son empire colonial en Afrique du Nord, alors que certains vestiges coloniaux, comme les Canaries espagnoles, sont compréhensibles car elles étaient désertes lors de leur colonisation. Ceux-ci sont plus discutables. Ce sont essentiellement des portions de territoire détachées de l'actuel Maroc et de son littoral. Leurs noms se traduisent par bastion de la souveraineté. Historiquement, on faisait une distinction entre ce qu'on appelait, dans une autre traduction, les grandes places de souveraineté, comprenant les villes autonomes de Ceuta et Melilla, et les lieux mineurs de souveraineté, qui désignent un certain nombre d'îles et une petite péninsule le long de la côte. Cette carte nous montre tous ces endroits. Pendant la Reconquista, et surtout après la conquête de Grenade en 1492, les forces des royaumes castillans et portugais ont conquis et maintenu de nombreux avant-postes en Afrique du Nord pour le commerce et comme défense contre la piraterie barbaresque. Ceuta, conquise par le Portugal, est restée sous contrôle espagnol après l'Union ibérique. Malgré la fin du colonialisme et la souveraineté marocaine, l'Espagne a gardé ses territoires, ce que le Maroc n'apprécie pas.
Il est un peu discutable que l'Espagne puisse conserver ces terres, qui ne sont pas seulement séparées du territoire espagnol et situées de l'autre côté de la mer, littéralement sur un continent séparé. D'un autre côté, l'Espagne devrait peut-être récupérer Gibraltar, toujours sous domination britannique. Elle a été fondée comme tour de guet permanente par la dynastie almohade en 1160. Elle rejoint la couronne de Castille en 1462, après la conquête du sud de la péninsule ibérique aux Maures, par les Espagnols. En 1704, cependant, les forces anglo-néerlandaises l'ont capturée à l'Espagne pendant la guerre de succession d'Espagne, et elle a ensuite été cédée à la Grande-Bretagne à perpétuité par le traité d'Utrecht en 1713. Cet emplacement était extrêmement stratégique, car il permettait aux Britanniques de contrôler l'accès à la Méditerranée avant la construction du canal de Suez, alors seule voie d'entrée et de sortie. Cela s'est produit à l'époque des empires coloniaux, où les possessions d'outre-mer étaient courantes. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Comme je trouve étrange que l'Espagne contrôle des parties du Maroc, il est aussi surprenant que les Britanniques contrôlent une partie de l'Espagne, peu importe la légalité selon le droit international. Mais contrairement à d'autres, les habitants de Gibraltar souhaitent rester britanniques. Un référendum en 2002 sur la souveraineté partagée entre le Royaume-Uni et l'Espagne n'a obtenu que 1% de voix favorables, dont ils devraient peut-être garder ce territoire. Retour en Europe. Les îles Holland sont finlandaises, bien que beaucoup les pensent suédoises. Aujourd'hui, elles forment une région autonome et démilitarisée de la Finlande, où, fait étonnant, le suédois est la langue officielle, parlée par la quasi-totalité de leurs 30 000 habitants. Elles sont devenues finlandaises et autonomes par une décision prise par la Société des Nations en 1921, à la suite du différend des îles Holland. Avant 1809, elles faisaient partie du royaume de Suède. Cependant, dans le traité de Fredrikshamn de 1809, la Suède a dû céder le contrôle des îles, ainsi que de toute la Finlande, à la Russie impériale. Le Grand-Duché de Finlande est devenu une entité autonome, incluant les îles Holland, au sein de l'Empire russe. Après l'indépendance de la Finlande, la Suède a soutenu le désir d'autodétermination des habitants, qui voulaient plutôt rejoindre la Suède. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a décidé qu'elle resterait finlandaise, sous réserve d'autonomie politique et de mesures protégeant la langue et la culture suédoise, ce que les Finlandais ont accepté. La plupart des habitants ont accepté leur sort, et la Suède ne cherche plus à les récupérer, mais il semble plus logique qu'ils soient un Suédois que Finlandais. Voici quelques territoires que certains pays pourraient ne pas détenir. Soit les cultures locales diffèrent fortement, ce qui peut justifier leur indépendance, soit elles ressemblent davantage à celles d'un pays voisin qu'à celles de leurs dirigeants, ce qui justifierait qu'elles lui appartiennent. La possession de ces territoires provient de transferts illogiques d'anciennes puissances coloniales. Il n'est pas nécessaire de conserver aujourd'hui des frontières qui n'avaient pas de sens à l'époque. Es-tu d'accord avec certains points ? Ou penses-tu que ces pays ont le droit à ces territoires ? Vois-tu d'autres pays contrôlant des territoires qu'ils ne devraient pas ? Dis-le-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonne-toi si tu veux, et à la prochaine pour plus de culture générale.